Voilà, merci de nous rester fidèles sur Risque Sénégal Télévision. À mes chers internautes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Partage qui s'est déplacée aujourd'hui, comme l'émission le dit. Nous suivons l'actualité. Aujourd'hui, nous avons délocalisé votre émission d'actualité Partage pour se déplacer au niveau de l'école privée Les Académiciens de Rufisque pour parler de l'actualité qui secoue actuellement la planète. Actuellement, nous allons parler de la crise Ukraine-Russie, une actualité qui est dans le programme des élèves de terminale, raison pour laquelle on a choisi cette école pour venir partager avec vous l'actualité avec le professeur Mouche Seck, que je vais donner tantôt la parole. Mouche Seck, je vous donne la parole afin de saluer nos chers internautes sur Sénégal Télévision, la télé de la jeunesse et celle qui vous rapproche de la réalité. Donc la parole est à vous pour dire bonjour à nos internautes qui nous suivent sur Sénégal Télévision. Alors donc bonjour chers internautes. Je suis très flatté d'être choisi pour parler avec vous d'un problème très actuel aujourd'hui et qui fait peur au niveau mondial parce que simplement, c'est dans cette partie de la planète qu'est partie toutes les guerres mondiales. La première guerre mondiale est partie des Balkans, c'est dans cette région. La deuxième guerre mondiale est partie de cette région avec l'invasion de la Pologne. Et aujourd'hui, une crise éclate à nouveau et qui fait peur. Donc, c'est une répétition d'un événement géopolitique, n'est-ce pas, qui a existé pendant longtemps et qui continue encore donc à susciter des craintes au niveau international. Donc, on va essayer d'apporter notre modeste contribution donc, à la compréhension historique de ce phénomène. D'accord, merci à vous, M. Seck. Et j'avais oublié de saluer la classe. Bonjour, classe. Donc, après l'annexion de la Crimée par la Russie, 8 ans après, Vladimir Poutine, l'actuel président de la Russie, a lancé ce 24 février l'évasion de l'ensemble du territoire ukrainien. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise? Vous savez, en fait, pour comprendre cette crise, il faut remonter très longtemps dans le passé. Et je crois que c'est depuis la création de l'ex-URSS et qui a entraîné en fait une scission idéologique du monde entre l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. Scission du monde que l'ancien Premier ministre britannique à Fulton, la conférence de Fulton, où il a été invité dans une université, n'est-ce pas, aux États-Unis. Cet ancien Premier ministre, dis-je, parlait d'un rideau de fer qui était en train de diviser l'Europe en deux, et derrière lequel, dit-il, l'URSS était en train de créer un bloc qui serait susceptible de menacer la paix mondiale. Alors, vous tous, vous comprenez que ce bloc est né à la suite de très longues négociations, depuis Yalta en passant par Potsdam, et qui a conduit à la satisfaction de la demande de l'URSS d'avoir un glacis qui lui permettrait d'être séparé de l'Allemagne. Et depuis cette période, vous avez vu qu'on a reculé les frontières de la Pologne jusqu'au fleuve Oder-Neisse, et on a donné une partie de la Pologne à l'URSS parce que l'URSS simplement voulait avoir ce glacis comme protection par rapport au reste de l'Europe. Et comme vous le savez, l'URSS va éclater après la guerre froide. Elle n'existe plus. Et cet éclatement a poussé certains États qui étaient dans le glacis soviétique à rejoindre le camp occidental et à intégrer l'OTAN. Je peux parler de la Lettonie, de l'Estonie, de la Lituanie, des pays qui étaient dans ce glacis, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie. Tout ça, c'était dans le glacis soviétique. Aujourd'hui, ils ont rejoint l'OTAN. Or, rejoindre l'OTAN signifie, en fait, que les armes de l'OTAN peuvent être à la frontière de l'URSS. Donc, pour Poutine, c'est une menace. Et il ne peut plus tolérer cela. C'est la raison pour laquelle, d'abord, il a envahi la Crimée. Mais je dis tout de suite, l'invasion de la Crimée, c'était une manière d'avoir un débouché vers cette fameuse mer. Mais aujourd'hui, le cas de l'Ukraine, c'est un autre problème. Si l'Ukraine bascule dans le camp
occidentale, comme ils ont fait la demande pour entrer d'ailleurs dans l'Union européenne. Des pays comme la Géorgie et la Moldavie, s'ils basculent dans le camp, ça va poser des problèmes. Ses frontières seront menacées. Il sera directement en contact avec l'OTAN. Et il a peur que les missiles placés puissent atteindre son territoire. Voilà pourquoi, pour l'empêcher, il a décidé effectivement d'envahir tous ces pays. Et rappelez-vous que ce n'est pas nouveau. Dans l'histoire, on a montré comment l'URSS a toujours contraint ses partenaires à rester avec lui et à les empêcher d'aller rejoindre le camp occidental. Rappelez-vous du fameux coup de Prague. Rappelez-vous du printemps de Prague. Rappelez-vous de l'invasion de Budapest. Ce n'est pas nouveau. Ce n'était pas avec Poutine, c'est que Poutine est la continuation de cette nomenclature. Vous comprenez? Purement communiste, parce que lui, il est sorti de cette école communiste. Il a été au KGB, il a franchi les échelons, et aujourd'hui, c'est la même continuation. Il a la même idéologie que les anciens dirigeants qui étaient Khrouchtchev, que les anciens dirigeants qui étaient Staline. Et il veut maintenir ce glacis, coûte que coûte, pour assurer sa protection et éviter que les armes de l'OTAN ne puissent être à ses frontières. C'est les raisons fondamentales qui expliquent pourquoi il ne peut pas tolérer que ses anciens alliés puissent basculer dans l'OTAN. D'accord. Est-ce qu'actuellement on va parler de l'OTAN et du pacte de Varsovie? Oui, vous savez, l'OTAN signifie Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ensuite, le pacte de Varsovie, c'est une alliance militaire que l'URSS a fondée vers les années 1955. Et c'était une réponse. Parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde est partagé en deux blocs. Chacun des blocs s'est construit autour d'une idéologie. L'URSS a construit son bloc autour de l'idéologie communiste, les États-Unis autour de l'idéologie libérale et capitaliste. Les deux ont décidé de protéger les pays qui sont dans leur propre bloc et dans leur camp. Et c'est ça qui avait amené les États-Unis en 1949 à créer l'OTAN. Et s'est engagé effectivement à protéger tous les pays militairement qui sont dans son camp. Parce que c'était le seul pays à disposer de la bombe atomique et pouvait assurer la protection et la dissuasion. L'URSS va créer son pacte de Varsovie, qui est une alliance militaire en 1955, et de la même manière a décidé de protéger tous les pays communistes qui étaient dans son bloc. Conséquence, il y a opposition de deux blocs militaires. Et chacun a des armes extrêmement sophistiquées. Et ils s'opposent. Le pacte de Varsovie n'existe plus, certes, mais l'essentiel des armes de ce pacte de Varsovie au moment de la course des armements est entre les mains de l'URSS. Et aujourd'hui, ils disposent d'une machine de guerre extraordinaire. Ils sont surarmés, les soviétiques. D'autant plus qu'ils parlent de Titan 2, un missile capable en un seul coup de détruire la France. Titan 2 peut détruire une superficie égale à la France. Et ça, c'était des armes du pacte de Varsovie. Même si, officiellement, elles n'existent plus, ce pacte de Varsovie n'existe plus, c'est incarné aujourd'hui par la puissance de la Russie. Donc, ces deux alliances militaires qui existaient, le pacte de Varsovie n'existe plus, mais l'OTAN continue à exister. Et l'OTAN est une menace à la sécurité soviétique parce que l'OTAN veut capter l'ensemble des anciens pays satellites de l'URSS et être à ses frontières. Voilà donc ce que je pouvais apporter aujourd'hui sur la question de l'OTAN donc, et du pacte de Varsovie. Est-ce qu'actuellement on peut dire que la Russie est une puissance militaire après les agissements qu'on a vus tout récemment sur les réseaux? Vous savez, je vais retourner la question. Je vais reformuler la question. En fait, j'ai dit être une puissance politique et militaire ne signifie pas être une puissance économique. Ici, dans le monde, il n'y a qu'une seule superpuissance, c'est les États-Unis. Une superpuissance, c'est une puissance à la fois économique, politique et militaire. L'URSS est une puissance militaire et a perdu son leadership politique en Europe orientale. Et c'est un pays qui est en émergence économique. Et il veut utiliser la puissance militaire pour asseoir ce glacis qui lui permettrait de recouvrer et de retrouver la puissance politique
qu'il avait perdu. Voilà pourquoi c'est une menace aujourd'hui. Cette volonté de Poutine est une menace devant tout le monde a peur. Parce que est-ce qu'il ne va pas reconquérir l'ensemble de ces pays qui sont devenus autonomes et indépendants pour recréer cette ancienne puissance qu'était l'URSS. Ce qu'il faut comprendre, c'est une puissance militaire, mais elle n'est plus une puissance économique. Donc on ne peut plus parler de superpuissance au niveau de l'URSS. Or, je crois que ce que veut Poutine, c'est de recouvrer cette superpuissance, n'est-ce pas, que ce pays-là a perdu depuis l'éclatement de l'URSS. D'accord. Quelles sont les conséquences économiques à tirer sur cette guerre, surtout pour les pays africains? Vous savez, dans tous les cas, je l'ai dit, la Russie est un très grand producteur d'énergie, surtout de gaz et de pétrole. Ils sont autonomes en ce domaine. Et c'est eux qui ravitaillent d'ailleurs l'Europe occidentale. L'Allemagne, la Turquie et tout ça sont ravitaillés. Et l'Europe, pour 40%, dépend du gaz de l'URSS. Avec donc des pipelines qu'on appelle Stream 1, Stream 2, et qui alimentent tous ces pays en gaz. C'est un pays excessivement riche en charbon, mais aussi, entre la Russie et l'Ukraine, on produit pratiquement la moitié du blé mondial. Or, mais le blé, tout le monde le sait, c'est pour faire du pain. Et comme je l'ai dit, c'est l'aliment le plus utilisé. Et comme ils sont en tension, il y a des tensions économiques au niveau du marché du blé et du pétrole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le baril de pétrole a frôlé les $150. Or, vous savez tous que quand le pétrole augmente de prix, mais il y a de l'inflation. Conséquence, aujourd'hui, dans le monde, il y a une inflation. Or, l'Afrique, qui était renaissante, l'Afrique qui était sur la voie de l'émergence, l'Afrique qui a suscité beaucoup d'espoir à cause de cette inflation, peut rencontrer d'énormes difficultés et voir donc cette croissance être annihilée, sinon limitée par les crises. Aujourd'hui, vous le voyez, le Sénégal, tous les prix sont en train de grimper. Quelle que soit la volonté du président à décréter une baisse des prix, les tensions à l'extérieur font que ces prix sont maintenus. Or, cette inflation entraîne partout des troubles sociaux. En Afrique, les gens descendent dans les rues parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que les prix augmentent et grimpent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Cette menace de guerre pose un véritable problème aux pays africains parce que cette menace est responsable aujourd'hui de l'inflation, n'est-ce pas, et d'une perte de points de croissance de l'ensemble donc des pays africains actuellement. Et ça peut retarder effectivement notre processus de rattrapage et d'insertion dans ce qu'on a appelé l'économie mondiale. Sur cette question, a-t-elle enseigné que malgré les sanctions que l'Union européenne et les autres organisations ont prises contre la Russie n'a pas fait marche arrière jusqu'à présent. Et ces sanctions qu'a pris l'Union européenne, comment la Russie va s'en sortir? Vous savez, la Russie, tôt ou tard, va ressentir ça. Pour le moment, c'est un pays très liquide. Voilà le vrai problème. Donc cela justifie que Poutine avait déjà prévu. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il l'avait préparé. C'est quelque chose de prémédité. Il s'est fait une très bonne réserve de devises et une très bonne réserve financière avant d'enclencher ce problème. Mais néanmoins, les sanctions économiques, j'ai l'habitude de dire aucun pays ne peut vivre en autarcie. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en dehors de la Chine, vous comprenez, beaucoup de pays, même qui au départ étaient pro-russes, aujourd'hui commencent à faire de l'équilibrisme et de reculer un tout petit peu. Et les sanctions économiques, dans un monde complètement ouvert, dans un monde devenu un village planétaire, forcément il va le ressentir. Et ce ressentiment va se manifester à l'intérieur parce que les populations russes elles-mêmes vont commencer à manifester. Rappelez-vous qu'au moment où Gorbatchev faisait la perestroïka et la glasnost et a laissé les gens se manifester, mais les peuples sont sortis et ont entraîné le printemps. Ce qui risque de se passer, si les problèmes économiques deviennent intenses, c'est le peuple soviétique lui-même qui risque de se soulever. Et vous voyez qu'actuellement, les opposants
Alexei Navalny ont demandé aux Russes et aux populations de sortir et de manifester. Et l'ensemble de ces manifestations montrent effectivement que les sanctions économiques auront une portée à plus ou moins long terme. Et que donc la Russie ne pourra pas éternellement continuer à soutenir. Mais j'ai dit, je crois que Poutine a besoin d'un petit temps pour régler son problème et d'amener les gens à la table de négociation. Parce qu'en fait, son objectif fondamental, pourquoi il le fait? Il sait que dans les 15, 20 jours, un mois, il peut tenir économiquement, malgré les sanctions. Et il va appeler les gens à la négociation et mettre sur la table ses exigences. Et ces exigences, c'est quoi? Mais il faudrait que ce glacis soit maintenu. Que l'Ukraine ne puisse pas entrer, que la Moldavie ne puisse pas entrer, que la Géorgie ne puisse pas entrer. Et je l'ai dit pour le cas de la Finlande, c'est réglé parce que la Finlande est un pays neutre et toute cette frontière, la Russie veut la protéger et veut la préserver. Mais économiquement, tôt ou tard, ils auront senti effectivement ces sanctions. La preuve, tous les avoirs soviétiques ont été bâillonnés au niveau des flux banquiers. Vous comprenez? Ils ont été sanctionnés. Les oligarques russes, on a bloqué leur avoir. Ça va poser des problèmes. Et aujourd'hui, si l'URSS veut lever des capitaux sur le marché mondial, mais ce sera à des taux exorbitants. L'URSS ne peut plus s'endetter parce que les taux d'endettement vont être extrêmement élevés. Et si ça continue, dans tous les cas, il sentira donc ces sanctions économiques. Bon, je rappelle toujours que vous êtes dans votre émission Partage. Aujourd'hui, on s'est déplacé à l'école privée Les Académiciens pour parler de la crise russe-Ukraine. Donc, si la classe, si vous avez des questions à poser, vous pouvez intervenir directement. Il y a un micro là pour vous. Donc, je sais que nous allons continuer le temps que quelqu'un se prépare pour une question. Donc, si l'émission, c'est une émission d'actualité, donc on va poser les questions que les Sénégalais veulent savoir. Donc, si Poutine arrive à renverser le pouvoir en Ukraine, pensez-vous que son euphorie sera arrêtée ou bien ça va continuer? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, tout simplement, je l'ai dit, s'il parvient à renverser le pouvoir ukrainien, il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Il y a la Moldavie qui est à côté, il y a la Géorgie qui sont à côté et qui, il y a une semaine, ont demandé leur adhésion à l'Union européenne. Et ça, Poutine ne l'acceptera pas. Et c'est pourquoi j'ai dit, rappelez-vous aussi que ce qui a provoqué la Deuxième Guerre mondiale, c'est un attentisme du monde occidental. N'oubliez pas que Hitler avait envahi l'Autriche. Les gens n'ont rien dit. Il a envahi la Tchécoslovaquie. Les Occidentaux l'ont sacrifié au nom de la paix au congrès de Munich, à la conférence de Munich. Il a envahi la Pologne et ceci a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Si on le laisse, on ne l'arrête pas tout de suite. Et je crois que c'est ça l'efficacité des sanctions. Ils ont réagi à temps. Si on ne l'arrête pas, on le laisse faire, je crois qu'après l'Ukraine, ce sera un autre pays. Et malgré tout, il continue de faire sa progression en Ukraine? Oui, vous savez, j'ai dit c'est en matière de géopolitique et de négociation internationale. Il faut faire monter les enchères. Ce que veut Poutine, c'est que les gens décident de dire que ce pays-là n'entrera plus à l'OTAN, dans l'OTAN. C'est ça qui l'intéresse, en réalité. Et c'est pourquoi il fait monter les enchères. J'ai dit, pour le moment, je ne crois pas qu'il puisse renverser Zelensky. Parce que déjà, il a presque transformé le président ukrainien en martyr. S'il avait des opposants, Poutine lui a permis de faire l'unanimité autour de sa personne. En attaquant son pays, il a fait l'unanimité autour de sa personne. Or, j'ai l'habitude de dire, on peut perdre un territoire tout en restant président de la République. Ça, vous le savez. Les gens peuvent l'exfiltrer et l'amener ailleurs. Il restera président d'une république ou d'un État dont le territoire a été occupé. Pensez à la Palestine. Les Palestiniens ont un État, leurs territoires ont été occupés. Et je crois que si ça continue, même s'il parvient à faire sortir le président de ce pays-là, les gens vont le maintenir ailleurs comme président,
Il restera président d'un État, mais dont le territoire a été occupé. Et les gens vont réinverser l'information comme quoi, vous comprenez, que maintenant la Russie est un pays impérialiste. Et ils vont le taxer comme tel. Voilà ce que je pense de cette situation. D'accord. Classe, vous avez des questions à poser? Donc, on va bientôt terminer. Donc, avec l'actualité, donc, comment analysez-vous les médias puisque nous sommes dans le domaine, donc, comment analysez-vous les médias qui font une fausse information vis-à-vis de cette crise? Puisque beaucoup de médias qui sont pro-russes ont été censurés dans plusieurs pays européens. Ils sont dans leur rôle. Vous savez, les médias, c'est un pouvoir. C'est le quatrième pouvoir. C'est un pouvoir. Et dans toute crise, dans toute guerre, il s'agit de gagner la bataille de la propagande. Et ils sont dans leur rôle. Les médias pro-occidentaux vont analyser ceci comme étant une invasion. Au moment où les médias pro-russes, vous comprenez, vont l'interpréter d'une autre manière. Vous voyez que Poutine a dit que c'est une intervention militaire. Quand les autres parlent de guerre, lui, il dit il n'y a pas de guerre. D'accord. C'est une opération militaire. Il s'exerce alors. Chaque média, en fonction de son positionnement, va traiter l'information en fonction de ses propres besoins. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est ça l'importance de l'éducation. Parce que quand on fait de l'éducation, c'est pour vous permettre d'avoir la capacité de voir ce qu'on a appelé les lignes éditoriales et de les analyser. Oui. Parce que chaque média a une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale le conduit à analyser les informations d'une certaine façon. Donc, mais c'est à l'individu lui-même, aux autres, de prendre les informations, de les analyser et de pouvoir savoir ce qu'il y a de réel et ce qu'il y a simplement de propagandiste dans ces informations. D'accord. Le rôle de l'ONU actuellement dans cette crise? Vous savez, je crois que je l'ai dit et j'ai donné pratiquement un devoir sur ça. Depuis De Gaulle, on considérait l'ONU comme étant un machin, un instrument politique entre les mains des grandes puissances, que sont les 5 qui ont le droit de veto. C'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Grande-Bretagne, c'est la France, c'est la Chine. C'est les 5 qui ont le droit de veto. On ne peut pas les sanctionner à l'ONU. Ils vont opposer leur veto. Et c'est pourquoi j'ai dit, en fait, ces grandes puissances utilisent l'ONU et le paralysent quand ils veulent. Aujourd'hui, le veto soviétique et le veto chinois empêchent l'ONU de pouvoir agir. Et vous voyez comment ils ont bloqué la tentative de vote de la résolution au niveau des Nations Unies. S'ils mettent le veto, la résolution ne passe pas. Ils ne peuvent absolument rien. Et c'est pourquoi j'ai dit, l'ONU est capable de sanctionner les autres quand ils le veulent, mais les grandes puissances et les 5 qui ont le droit de veto, l'ONU ne peut rien contre eux. Et, par contre, c'est eux qui perturbent aujourd'hui le monde. Toutes les guerres sont déclenchées par ces grandes puissances. Et maintenant, ils réduisent l'ONU à néant. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait penser à une réforme de l'organisation des Nations Unies. J'ai dit, et surtout du droit de veto. Ça, si on veut régler et redonner à l'ONU son véritable pouvoir, il faut que ce droit de veto disparaisse. Or, les grandes puissances tiennent à cela parce que c'est un instrument politique entre leurs mains. D'accord. En tant qu'historien, quelles sont les solutions que vous pensez que cela, si on les pousse, la guerre sera arrêtée? Quelle guerre? Cette guerre en Ukraine? En Ukraine, oui. C'est difficile à dire. Dans tous les cas, ce que j'ai dit, l'évolution géopolitique, ce que je demande aux gens actuellement, j'aurais conseillé aux gens d'accepter de respecter cette ligne de séparation. Même s'il y a intangibilité des frontières, il faudrait que les deux s'engagent et que l'URSS s'engage à ne pas envahir les territoires qui sont à sa frontière, mais aussi que les pays membres de l'OTAN acceptent de laisser ce glacis comme étant des États neutres qui permettent de rassurer la Russie actuellement. Mais si l'OTAN décide d'intégrer ces pays, je crois que la crise va persister. Dans les négociations,
il faudrait que les uns et les autres lâchent du lest parce qu'il y va de la sécurité mondiale. Je l'ai rappelé tout de suite, les 2 premières guerres mondiales sont parties de cette zone et si on ne fait pas attention à cause de cette crise, on pourrait frôler encore une nouvelle catastrophe. D'accord. Pour terminer avec l'actualité au Sénégal, avec l'ambassade de la République de Kenya qui a fait une sortie tout récemment en disant que 36 Sénégalais sont d'accord pour aller combattre en Russie. Quelle est votre analyse sur ça? Vous savez, les relations internationales, oui, j'en ai parlé même en classe quelque part. Vous savez, le Sénégal doit faire très attention. Très, très, très attention. Nous sommes un petit pays par la superficie, par la géographie, mais un grand pays par la diplomatie. Ça, il faut que les gens se le comprennent. Et à l'heure où je parle, le président de la République dirige l'Union africaine. Et je crois que ce que le gars a fait, il sait très bien que c'est anormal, mais c'est délibéré. Parce que le Sénégal qui se positionne avec des Sénégalais, quand on connaît la stabilité de ces pays, tous les pays qui nous entourent sont en crise. C'est des coups d'État. Le Sénégal dirige aujourd'hui l'Union africaine, que des Sénégalais acceptent d'aller combattre, c'est des effets de communication. Même si ce n'est pas réel, ça fait réfléchir que ces gens-là, c'est des gens qui sont équilibrés, c'est des gens qui ont une diplomatie correcte. S'ils acceptent d'y aller, c'est une manière d'accuser la Russie aujourd'hui. Or, le Sénégal ne doit pas tomber dans ça. Et je l'ai dit, cette guerre, ce n'est pas notre guerre. Il faut que les Européens arrêtent de nous utiliser quand ils ont besoin de nous et quand ils n'ont plus besoin de nous montrer que nous ne valons absolument rien et de nous rejeter. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne passe plus parce que les gens sont assez conscients, vous comprenez, de la position que les gens doivent tenir. Voilà ce que j'ai à dire dans ça. Voilà, merci M. Seck, nous vous remercions au mot de la fin. C'est moi qui vous remercie parce que vraiment, quand vous vous déplacez avec votre matériel et tout ça et que vous jetez votre dévolution sur moi, je crois que c'est un honneur et je vous souhaite bonne continuation et dans tous les cas que votre émission puisse aller de l'avant et qu'elle soit suivie et que l'audience puisse augmenter. Et vous le valez bien. Merci à vous, M. Seck, pour nous avoir accordé ce temps, malgré le temps qui est très serré, vu que vous êtes dans une classe de terminale. Et je me rappelle bien, en arrière, en 2015, j'étais là-bas. Et vous étiez mon professeur. Et toujours la règle des 3 C, comme on l'appelle en journalisme, court, clair, concis. C'est toujours du plaisir de vous entendre parler. Aujourd'hui, c'est comme si j'étais en terminale. Donc, je vous remercie beaucoup et remercie la classe, c'est la TLC. Donc, merci à vous, chers élèves, de nous avoir accueillis dans votre classe. Et merci à vous, M. Seck. Amis chers internautes, voilà, l'émission tire à sa fin. Votre émission partage sur RIF Sénégal Télévision. Continuez de vous abonner tout en activant la cloche de notification. Et merci à l'école privée Les Académiciens. L'école qui m'a formé, j'ai eu ici mon BFM et mon baccalauréat en 2015. Jusqu'à maintenant, je suis devenu journaliste et voilà. Donc, c'est ce conseil que je donne à la classe qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et merci à la direction aussi, à M. Faye, le surveillant. Et merci à tous et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro. Jërë ngeen jëf.